Eh bien bonjour, bonne fin de semaine à tous et mesdames et messieurs. Donc merci d'être avec nous également ce matin. C'est la dernière édition de la semaine avec nos invités déjà sur ce plateau, les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle qu'elle traitée par la presse. Mais la nouvelle expression de ce matin, comme bien d'autres tabloïds disponibles dans les kiosques, le journal parle du bureau de vote quand Elekam nargue l'opposition, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs tout cela contenu en page 3, malgré toute la pression que les partis politiques engagés dans la présidentielle 2018 exercent donc depuis plusieurs mois afin que soient donc délocalisés les bureaux de vote installés dans les lieux difficiles, accessibles au public. Et l'ECAM s'entête justement dans son refus catégorique. C'est à lire en page 3 du journal. Au journal parle également du contentieux préélectoral. Les arguments des recalés sont contenus en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la sécurité ambiante. Donc le Premier ministre a mission difficile au nord-ouest. Philemon Yan et donc à Bamenda, 48 heures après l'attaque du convoi du gouverneur de la région, un voyage qui ne fait pas de bruit, c'est en page 4 de ce numéro, et toujours dans le cadre de la crise anglophone, État unitaire ou fédéralisme, Dieudonné Somba démontre comment la forme actuelle de l'État, aussi donc longtemps qu'elle va donc durer, nourrit bien entendu copieusement alors les germes de la sécession. C'est en page 10 de ce numéro. Et dans les kiosques également, ce matin, on va trouver Info Matin qui parle de scandale au ministère des Travaux Publics. 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Emmanuel Ngannou-Messi veut donc attribuer un faramineux marché de gré à gré à Razel, dont les dirigeants disent d'ailleurs leur étonnement. C'est en page 3. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Le Conseil constitutionnel vide le contentieux préélectoral ce jour. L'opinion sera fixée sur le nombre définitif des candidats au scrutin du 7 octobre 2018. Donc à page 5 et 7 de dossier à découvrir dans le journal Info Matin de ce matin. Le journal parle également de la politique du livre unique, donc l'enseignement privé, sensibilisé, c'est ce que dit le journal en page 4. Voilà ce que la presse propose. Le journal Cameroun Tribune qui est dans les kiosques parle de l'assassinat de chefs traditionnels dans le sud-ouest, l'indignation totale, c'est ce que dit le journal. C'est la grande une du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue également. Donc parlant également de d'autres informations que je vous invite à lire et dans le même dossier que propose le journal ce matin. Et puis le journal Le Messager qui est dans les kiosques parle de route sur la Dibamba stade de Japoma, comment Paul Biya a lâché Ferdinand Gongo. C'est la grande une du journal ce matin. Le même journal parle également d'attaque du domicile du secrétaire général, la présidente de la République, un présumé chef de gang aux arrêts, en page 5 du journal Le Messager. Le Messager parle également d'Issa Chouma Bakari, qui cherche donc une porte de sortie dans le cadre de l'affaire de la vidéo. C'est à découvrir dans le même journal Le Messager de ce jour. Le quotidien Le Jour parle donc de crise anglophone. Le cortège du gouverneur du Nord-Ouest attaqué, c'est le grand titre du journal. À lire la suite donc dans le dossier proposé par le numéro ce matin en page 3. Le journal s'intéresse également au contentieux préélectoral qui s'ouvre ce jour, parlant de la Cour constitutionnelle. C'est dans le même numéro, disponible aussi. Mutation s'intéresse au Sud-Ouest. La terreur au quotidien, c'est le grand titre du journal. On voit bien en image des populations déplacées, bagages sur la tête. De toute façon, c'est ce que dit le journal ce matin dans le mini-dossier que propose le journal. C'est à lire et à faire lire ici. À lire également dans le quotidien bilingue privé Émergence, qui parle de la présidentielle et coalition, qui peut vraiment porter la voix de l'opposition. C'est la grosse question, mais on observe simplement qu'il y a 10 experts qui se déchirent sur cette question également dans le journal. C'est à lire également et à faire lire aussi. Le journal parle également d'autres choses, le budget, donc le programme également avec le BTP. Plusieurs entreprises ne fournissent pas un rendement attendu par les décideurs, notamment dans le Grand Nord et aussi dans le dossier proposé par le journal sur cette question, permet également de comprendre qu'il y a des chantiers en cours, inachevés, et comment faire pour trouver des solutions. C'est à découvrir dans le journal Émergence de ce matin. Le journal Le Quotidien de l'économie qui parle également de programmes économiques et financiers, liste des projets sur financement extérieur à problème. C'est à lire dans le journal de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à d'autres sujets, parlant de la réaction. Issa Chouma Bakari parle donc de la deuxième vidéo sur des militaires. C'est dans le numéro disponible ce matin. Et puis, on va terminer avec l'œil du Sahel qui est dans les kiosques également parlant d'entreprise. Comment le directeur général de la Camwater a obtenu la tête du PCA, le président du conseil d'administration. Le même journal parle également du Nord avec plus de 6 028
628 000 tonnes de maïs donc attendues dans cette partie du pays en 2018. Et là, on parle également de la Damawa où l'agence civile forme donc 1340 jeunes en 5 ans. C'est ce que dit le journal également ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Ndongo, bonjour Georges Sémé. Bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. Merci d'être avec nous. Georges Sémé, bonjour. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour aux doyens. Bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois de plus. Très bien, la presse est disponible dans les kiosques. Les lecteurs auront l'occasion d'aller découvrir. Mais nous restons sur l'essentiel. C'est-à-dire parler par exemple du bureau de vote, des bureaux de vote, quand Elekam nargue notamment l'opposition. On a vu tout cela malgré toute la pression que les partis politiques engagés dans la présidentielle 2018 exercent depuis plusieurs mois afin que soient délocalisés les bureaux de vote installés dans les lieux difficiles d'accès. Elekam dispose effectivement, selon la loi électorale, d'un délai légal de publication des bureaux de vote. Alors, ces bureaux de vote, parmi ces bureaux de vote, il y a des bureaux de vote qui ont été déclarés clandestins par une partie de l'opposition, pas toute l'opposition. Une partie de l'opposition, on les dénombre à peu près à 2000 bureaux de vote clandestins. Alors la requête de cette opposition a donc été transmise à Elekam, lui demandant de fixer les bureaux de vote légaux et d'enlever d'exclure les bureaux de vote qui se retrouvent soit dans les palais, soit dans les chefferies ou alors dans les casernes. Et c'est sur cet argument que se campe cette opposition afin de rappeler alors Elekam. Jusqu'aujourd'hui donc, Elekam n'a pas donné suite à cette sollicitation. C'est la raison pour laquelle nos confrères de la nouvelle expression disent que Elekam nargue l'opposition. Mais je pense qu'ici, il y a quand même une confusion entre le sens civil de la publicité et le sens électoral de cette publicité en ce qui concerne les bureaux de vote. Est-ce que un bureau de vote public veut dire que le bureau de vote est situé dans un endroit où tout le monde peut aller et venir sans restriction? Est-ce que dans le sens électoral, ça veut dire que le bureau de vote se retrouve dans un endroit où il y a déjà un regroupement de personnes? Et là, je prends par exemple le cas d'une caserne militaire. Ce sont les militaires qui y habitent et on a trouvé objectif d'y mettre des bureaux de vote, mais seulement la caserne n'est pas accessible à tout le monde. C'est l'argument fondamental sur lequel se base désormais l'opposition pour demander à Elekam d'enlever et de démanteler ces bureaux de vote qui sont dits clandestins et de les mettre dans des endroits véritablement accessibles à tout le monde. Donc il y a donc ce conflit entre le sens civil de la publicité et le sens électoral de la publicité, d'où pourquoi pas interpeller le législateur qui a codifier la loi électorale, de clarifier la situation sur ce que c'est que la publicité en matière électorale. Sinon, on sera toujours en face de cette confusion telle que c'est le cas aujourd'hui entre l'opposition et Elekam. Très bien. Et lorsque vous avez fini de dire ça, on peut quand même noter qu'il y a bien entendu Elekam qui s'entête toujours dans son refus catégorique de pouvoir tout au moins donner satisfaction à l'opposition qui estime il faut que Elekam dévoile le grand jour où se trouvent également les postes de vote, les bureaux de vote qui vont permettre à tout un chacun, tout le monde de pouvoir exercer son droit sans difficulté. On ne peut pas dire que Elekam s'entête toujours, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si dans une semaine ou dans 2 semaines, Elekam pourrait revenir sur cette disposition de mettre des bureaux de vote dans des casernes. En fait, ce que Georges Sémé appelle une partie de l'opposition qui demande la délocalisation des bureaux de vote dans les casernes, par exemple, à la présidence de la République, ce sont des lieux, ce sont des sites qui sont habités essentiellement par des gens qui ne peuvent que voter pour le RDPC. À la présidence de la République, le bureau de vote qui est à la présidence de la République, les personnes habilitées à aller voter là-dedans, ce sont des membres de la sécurité présidentielle et le personnel de la présidence de la République. Donc ça veut dire que c'est un acquis certain pour le candidat du RDPC. Bon, les casernes militaires, bien évidemment, cette opposition, c'est que il ne peut y avoir que des scores soviétiques dans les camps de gendarmerie et dans les camps de la police. Bon, maintenant reste l'autre partie, les chefferies traditionnelles, dont on a vu les différents représentants clamer haut et fort leur soutien pour Paul Biya, jusqu'au niveau le plus haut. C'est-à-dire que si les chefs de tel village, tel canton disent dans les journaux, affirment dans les journaux leur soutien au président de la République. On a vu même l'association des chefs traditionnels du Cameroun tout entière organiser toute une messe au Palais des Congrès pour affirmer son soutien pour bien. Donc cette opposition qui estime que c'est un électorat
qui est déjà acquis, et donc une sorte de délit d'initié que le RDPC est en train de vouloir faire dans des circonscriptions qui lui sont d'office acquises. C'est en cela qu'il faut comprendre la revendication de certains partis d'opposition. Il est vrai que d'autres restent muets là-dessus, mais ceux dont les voix ont été les plus entendus, c'est le SDF et quelques autres. Donc cette préoccupation, il faudrait la voir, il faudrait comprendre. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle tient la route? Est-ce que vraiment laisser que des bureaux de vote soient maintenus dans les camps de gendarmerie, à la présidence de la République, dans les camps militaires, dans les chefferies traditionnelles, est-ce un acquis démocratique? Donc le problème reste posé, mais il reste posé, il alimente la controverse et les conversations dans les quartiers, et rien ne vous dit que les CAM ne pourraient pas revenir sur cette disposition. Alors, alors il y a du temps pour les CAM de toute façon. Mais il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps, mais de toutes les manières, on ne peut pas dire que cette revendication... L'opposition continue de marteler de toute façon. Bien entendu. Bien sûr, le doyen s'est interrogé si la préoccupation de l'opposition était légitime. Moi, je pense qu'elle est tout à fait légitime parce que quand on prend la définition étymologique d'un lieu public, c'est un lieu où on peut aller et venir sans restriction. Mais dans le cas du palais, des chefferies ou bien des casernes, personne ne peut y aller comme il veut. À la chefferie, on va et on vient aussi, sans souci. Oui, mais avec des restrictions, avec d'importantes restrictions, dont le caractère des publicités tombe tout de suite. Donc l'opposition a tout à fait raison de dire que elle n'aura pas toute la liberté d'accompagner le processus de vote ou alors de surveiller à travers le scrutateur le déroulement des opérations de vote. Et je pense que l'ECAM devrait clarifier cette situation, soit en démantelant ces bureaux de vote qui certainement feront la part belle au parti au pouvoir, ou alors en définissant une carte claire des bureaux de vote qui devraient désormais être dans les lieux tout à fait publics, accessibles à tout le monde, pas seulement en période électorale, mais en période préélectorale. Très bien. Donc, la nouvelle expression qui revient, qui parle donc de cette question, permet aujourd'hui aux lecteurs d'aller découvrir le traitement qui a été fait à ce sujet, parlant notamment des bureaux de vote, quand l'ECAM nargue l'opposition. C'est le titre, c'est en page 3 de ce numéro. Le journal parle également du contentieux préélectoral avec les arguments des recalés. On parcourt d'ailleurs la presse ce matin, donc le Conseil se penche sur ces différents cas aujourd'hui. On saura quels sont les partis politiques qui ont été repêchés pour accompagner ceux qui ont déjà été déclarés comme étant partants pour la présidentielle 2018. Pardon. Oui, à l'heure où nous parlons, je crois que les audiences ont déjà commencé parce que c'était prévu à 9h30. Il y a 12 contentieux, 12 dossiers de contentieux qui ont été reçus sur la table du Conseil constitutionnel, et pour des motifs divers, aussi farfelus que divers. Il y a un motif qui est sur une dame qui demandait que sa candidature soit réhabilitée parce qu'elle est investie d'une mission divine. Et il y a une autre, il y a plusieurs d'ailleurs contentieux qui portent sur le nom, le patronyme du président de la République, qui, selon Sostène Fouda, par exemple, dit que le patronyme de M. Biya n'est pas très bien agencé sur son acte de naissance et qu'il y avait certainement une confusion entre Biya Paul et Paul Biya. Donc, ça valait la peine que sa candidature soit rejetée. Donc, les motifs sont divers et il appartient donc au Conseil constitutionnel de se pencher sur cette question aujourd'hui. Le contentieux sera vidé. Est-ce qu'on va repêcher parmi les 9 d'autres candidats, parmi les 12 d'autres candidats qui viendront se greffer aux 9 qui ont déjà été arrêtés? Et je crois qu'on sera fixé d'ici ce soir. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de chance, vu les motifs qui ont été évoqués par ceux qui ont déposé les recours contentieux, vu les motifs qui ont été évoqués, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour que leur candidature soit retenue. Peut-être dans un cas, le cas de Olivier Billet, qui estime qu'il y a peut-être eu un dysfonctionnement dans l'acheminement de son dossier de Douala vers Yaoundé, de l'acheminement de son dossier, pardon. Il y a un autre candidat qui dit que son dossier a été bloqué du côté de Douala et n'a pas été acheminé dans les délais à Yaoundé. Peut-être ces cas peuvent permettre que le Conseil constitutionnel valide la candidature, mais pour les autres qui estiment que M. Biya Paul n'est pas M. Paul Biya, ou alors l'autre qui dit qu'elle est investie d'une mission divine, je pense que ça ne passera pas du tout. Et on attend juste que le Conseil en dise davantage là-dessus. Alors, le contentieux électoral, aujourd'hui, les arguments des recalés évoqués, il a tout un dossier proposé par la nouvelle expression. D'autres tabloïds sont revenus sur la question, avec également
tous les faits. On sait, les raisons sont multiples de toute façon, et on saura qui va être repêché parmi les 12. À travers les tableaux de ce matin, on a pu voir les motivations de ces recalés devant la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez, quand Josse me parle des griefs, regardez par exemple celui d'Olivier Billet, il a cité Olivier Billet tout à l'heure. Olivier Billet, lui, dit que les bureaux de banque étaient fermés, et ce qui fait que c'est pour ça qu'il est arrivé, il a déposé son dossier ce jour-là. Il aurait fallu que si les banques étaient ouvertes comme il est comme jusqu'à minuit, il n'aurait pas eu de problème. Mais pendant tout le temps que le dossier était en cours, est-ce que c'est ce dernier jour qu'il a seulement décidé d'aller chercher l'argent à la banque? C'est une question d'argent, c'était certainement pas complet. Mais une question d'argent qui n'était pas complet, mais c'est pas complet au moment où la minute de fermeture a sonné, il n'y a plus rien à faire. Puisque vous savez qu'à Yaoundé, il y a aussi des embouteillages comme à Douala. Oui, mais les embouteillages. Mais pourquoi attendre le dernier jour pour aller déposer la caution? En réalité, la majorité de ces candidats recalés n'a pas payé la caution de 30 millions de francs. N'a pas payé. Et même, par exemple, M. Sosten Fouda, qui dit que lui n'a pas payé, que tout le monde ne devrait même pas payer. On ne devrait pas demander 30 millions aux gens. Donc vous voyez, c'est de la gesticulation qui consistera à animer l'élection présidentielle, mais ils savaient très bien, au moment de déposer leur candidature, que la candidature n'allait pas passer, mais que ça allait leur donner la possibilité de faire un petit... Alors vous les classez parmi les animateurs de la scène politique? Animateurs tout simplement, pas plus. Oui. Alors, c'est à lire dans la plupart des tabloïds qui reviennent également, qui parlent justement de ce contentieux préélectoral. Autre chose que l'on découvre dans la presse, des partis politiques aussi. Alors, une question que Émergence pose ce matin, parlant de la présidentielle et coalition, qui peut vraiment porter la voix de l'opposition? Il y a des visages qui sont bien connus, Akérémouna, il y a Maurice Kamto, Joshua aussi et Cabral Libye. Bien, écoutez, nous savons qu'il y a des tractations dans les chapelles politiques de l'opposition afin de porter la voix de l'opposition, comme l'indiquent nos confrères. Mais je pense que ces tractations sont de plus en plus difficiles parce qu'on n'arrive pas à s'accorder sur les programmes politiques, surtout sur les programmes politiques et surtout sur la personnalité de celui qui va effectivement représenter l'opposition comme candidat unique. Mais depuis un moment, depuis 2 mois et demi déjà, il y a des tractations et plusieurs personnes ont été évoquées, qui ont été post-positionnées. Akérémouna, Maurice Kamto, et Maurice Kamto qui entreprend même ces démarches le plus sérieusement possible que les autres. Et on nous présente aujourd'hui Cabral Libye. Je pense que l'opposition camerounaise gagnerait à se fédérer. Nous sommes d'accord contre le candidat Biya parce qu'il dispose déjà d'un rouleau compresseur, d'une armada importante pour gagner les élections. Et disperser, l'opposition ne pourra pas le battre. Donc, avec une candidature unique, je crois que les chances de l'opposition seront assez grandes pour essayer, pas de le battre, mais de le challenger sérieusement. Mais est-ce qu'on va s'accorder sur la personne qui va porter? Justement, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Est-ce qu'on va accorder qui va porter la coalition, les programmes politiques, sachant que les programmes politiques sont la base, le socle même de l'idéologie de chaque parti politique. On a les radicaux, on a les partis de gauche, on a les socialistes, on a les partis de droite. Est-ce qu'ils pourront fédérer? Ils vont trouver un modus vivendi politique afin de fédérer leur programme politique sur une seule personne. C'est la chose la plus délicate à faire aujourd'hui. Et on est, je crois, à 2 mois et demi de cette élection. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une visibilité claire de la personne qui va représenter l'opposition dans une candidature unique. C'est une énième tentative qui risque de rater. Et pourtant, on a de fortes têtes politiques, même si ils appartiennent à des partis qui ne sont pas des partis anciens. Je prends par exemple le cas de M. Akérémouna. C'est quand même une forte tête politique qui peut porter la voix de l'opposition. Et pourquoi pas le cas de Joshua Oshi. Joshua Oshi, il est jeune certes, mais il représente quand même un parti qui est déjà bien renseigné sur la scène politique du Cameroun. Mais maintenant, il faut susciter l'adhésion des autres partis politiques qui devraient leur donner leur assentiment pour qu'ils portent la voix de l'opposition. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Non, je ne pense pas que Cabral Libye ait déjà les épaules assez solides pour supporter toute l'opposition sur ses bras. C'est vrai qu'il a de bonnes idées. On dit que c'est le candidat des réseaux sociaux et des plateaux de télévision. Il a de bonnes idées, mais il n'est pas encore aussi expérimenté et aguerri pour porter sur lui, sur ses épaules, toute l'opposition. Il y a des hommes qui ont fait leur preuve. Akérémouna, Maurice Kamto, qui peuvent représenter cette opposition. Mais est-ce qu'ils vont
ces deux personnes vont fédérer derrière eux les programmes politiques et démontrer que leur personnalité pourra faire trembler le régime du RDPC. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, Émergence, qui titre ainsi, le titre a toute sa place. Parlant de cette question, qui peut vraiment porter la voix de l'opposition? Oui, le titre a toute sa place, mais seulement moi je me dis qu'il n'y a pas l'opposition, il y a des oppositions, parce qu'il y a des candidats des partis d'opposition. Et maintenant, l'idéal, selon certaines analyses politiques, et même selon eux-mêmes, c'est qu'il y ait un seul candidat, mais qui va accepter de s'effacer au profit de tel autre. On avait parlé d'une élection entre eux, où chacun donnerait le nom de celui qu'il voit comme celui qui peut porter ses propositions. Étant donné que chacun a payé ses 30 millions, chacun a payé ses 30 millions. Qui va accepter marcher après l'autre? C'est pour ça que je dis que chacun va mettre son nom et on va tourner en rond comme ça pendant plus de 5 Mais Tambra Libi propose quand même qu'il y ait un scrutin au sein de cette coalition. Qui va voter qui? Mais ce scrutin-là, chacun va se voter lui-même. Chacun va se voter lui-même. Vous comprenez? Et bon, maintenant, moi, ce que je voulais dire aussi, quand j'écoute le discours de monsieur, je sais aussi qui est très structuré, il dit que oui, pour un candidat de l'opposition, mais seulement, lui, il ne peut accepter cela que dans la mesure où le programme des autres ou de la personne que l'on voudrait élire épouse celui du SDF. Bon, ça veut dire que déjà, il est en train de poser une première condition qui est là, qui est bien précise. Ça veut dire que si vous avez le même programme que moi, bon, à ce moment-là, on va discuter entre vous et moi, ce qui peut aller, mais je ne vais pas aller vers vous, alors que moi j'ai des comptes à rendre à un parti, mon parti m'a investi pour aller représenter son programme, et moi je ne vais pas tout comme les autres candidats. Tout comme les autres candidats. Donc, c'est là où le débat tourne en rond et où le serpent risque de se mordre la queue, parce que on va finir par se retrouver dans une situation où il y aura peut-être 2 partis ou 3 partis qui vont essayer de sortir un candidat unique, vraiment dans le meilleur des cas, mais il ne représentera pas. Il ne représentera rien de tout. Et il y aura toujours ce fameux émiettement des voix qui va faire que le RDPC va toujours aller avec un capital déjà acquis confortable. Donc, ce qui fait que la notion de candidat de l'opposition aujourd'hui, elle demeure chimérique, et moi je n'y crois pas. Tout le monde espère, mais seulement est-ce qu'elle peut se réaliser? Elle va difficilement se réaliser au vu déjà des discours des uns et des autres, avant même que cette fameuse réunion dont on parle se tienne. En tout cas, des choses peuvent changer. Nous vivons la transition dans notre pays, pour ces hommes politiques qui l'évoquent tous les jours sur les plateaux de télévision et même des radios. On comprend que nous sommes en période de transition dans notre pays. Justement, donc c'est Émergence qui pose la question, et en fait, la réponse est à lire. Vous aurez également l'occasion de découvrir tout cela dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose. Il y a que Mutation qui parle du Sud-Ouest avec la terreur au quotidien, carrément, avec une image choquante à la une de ce numéro. Bien sûr, la terreur dure depuis 2016, et avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes abreuvés de vidéos qui nous montrent des massacres, des sécessionnistes abattus, soit des militaires qui sont égorgés. Ça devient inquiétant, mais c'est très très impressionnant. Donc je pense que cette terreur devrait s'arrêter. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées par la partie gouvernementale. Mais est-ce que c'est pas exagéré quand le journal titre ainsi? Non, la terreur est effectivement au quotidien. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux où on observe des vidéos absolument macabres, où il y a du sang partout, des personnes qui sont égorgées, des militaires tués. Je pense qu'on a déjà franchi le Rubicon de la terreur, comme l'indiquent nos confrères d'Mutation. Je parlais des initiatives qui ont été engagées, soit par le gouvernement ou alors par les représentants du gouvernement, et même par le clergé ou alors la société civile, afin d'arrêter cette terreur. Mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la crise perdure, les massacres vont crescendo, et on ne sait à quel moment tout cela va s'arrêter. On annonce même que le Premier ministre séjourne dans cette région depuis hier, et certainement c'est pour rappeler aux uns et aux autres, aux chefs et à la société civile et bien évidemment aux personnalités politiques de ces régions, qu'il est quand même temps de d'abord se réconcilier, de taire les armes, et pourquoi pas d'interrompre cette terreur. C'est vrai que la question sécuritaire sera abordée, la question des élections également, et la rentrée scolaire, mais je pense que nos confrères d'Mutation ont raison de parler de cette terreur qui s'amplifie au quotidien. Alors, il estime que ce n'est pas de l'exagération, la terreur. Non, ce n'est pas de l'exagération. C'était même le but de cette guérilla, c'est-à-dire que instaurer une terreur ambiante, c'est-à-dire faire que les gens aient peur en permanence.
faire que les gens ne puissent pas dormir sur leurs deux oreilles, faire que les militaires se sentent toujours sur le pied de guerre, faire que perpétrer des coups de force, même audacieux comme celui qui a consisté à attaquer le convoi du ministre de la Défense en tournée dans le sud-ouest, ou encore il y a 2 jours le convoi du gouverneur de la région du nord-ouest qui s'est fait attaquer à 2 reprises. Ça veut dire que démontrer qu'ils ont la capacité d'attaquer quand ils veulent et comme ils veulent. Vous savez, dans ces régions-là aujourd'hui, il y a des villages qui sont complètement déserts. Il y a des bureaux de l'administration qui sont complètement déserts parce que des gendarmes, des sous-préfets ou des policiers ne peuvent pas rester, sachant qu'ils sont à 2 ou à 3 ou à 4, ils ne peuvent pas rester. Ils préfèrent se délocaliser et aller dans les villes où il y a un peu plus de sécurité. La terreur est vraiment là. La terreur est ambiante dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Bon, il est vrai, c'est facile de dire qu'il faut que les uns et les autres déposent des armes. Déposent des armes, mais pour discuter, il faut être 2. Pour discuter, il faut être 2. En face, on va discuter avec qui? Est-ce que vous pensez que les groupes armés qui sont dans le nord-ouest sont en relation ou en liaison avec les groupes armés qui sont dans le sud-ouest? Moi, je pense que nous nous retrouvons dans une situation devenue complexe aujourd'hui avec la multiplication des groupes armés qui attaquent avec pour seul objectif d'installer la terreur jusqu'à l'élection. Et le pic de cette terreur, moi je pense que l'objectif de ce pic, c'est d'atteindre la période des élections pour qu'il n'y ait pas possibilité d'élection dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Bon, c'est pour cela que moi je note qu'un certain activisme déjà de la part du gouvernement, vous voyez, le Premier ministre est descendu dans le nord-ouest aujourd'hui, peut-être descendra-t-il dans le sud-ouest demain ou après-demain, mais tu est-il que on recherche aujourd'hui, on est en train de chercher aujourd'hui la solution de l'arrêt des violences. Mais ces violences, elles peuvent être arrêtées comment? Et est-ce qu'il y a un chef déclaré qui va dire que c'est moi qui commande, ces gens agissent à mon nom, maintenant je peux leur demander d'arrêter, je peux demander qu'on négocie. C'est ça le problème, parce que tout le monde parle de négociation, tout le monde parle de dialogue, mais le dialogue avec qui? Pour représenter les insurgés. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire que Ayoub Tabé serait le patron de l'Ambazonie, mais lui qui est en prison aujourd'hui, vous pensez que c'est lui qui donne les instructions? Vous pensez que du fond de sa prison, s'il dit, bon, arrêtez, je demande à tout le monde de cesser les armes, qu'on ne tue plus personne, restez, rentrez dans votre truc, ça va s'arrêter? Je ne pense pas. Je pense aujourd'hui que des solutions, il faut trouver des solutions, mais ces solutions-là, ce n'est pas seulement dans un dialogue qui apparaît aujourd'hui comme abstrait. Il faut trouver des vraies solutions en impliquant et les communautés villageoises, et les élites, et les chefs, et tout le monde. D'accord. Alors, mutation qui parle de terreur donc au quotidien. Dans le sud-ouest, il y a la nouvelle expression qui parle d'insécurité ambiante. Le Premier ministre en mission difficile au nord-ouest également. Philemon est donc à Bamenda, 48 heures après donc l'attaque du convoi du gouverneur de cette région également. Donc un voyage qui ne fait pas trop de bruit, selon bien sûr le journal. On va lire, on aura l'occasion de découvrir. En tout cas, les lecteurs vont faire le tour dans les kiosques également, être parfait de l'actualité. En même temps, autre chose que la presse propose, parlant notamment de ce que propose Info Matin, le scandale au ministère des Travaux publics, 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Donc Emmanuel Ngandou-Djibessi veut attribuer un faramineux marché de gré à gré, on le dit d'ailleurs dans le journal, à une société camerounaise, donc en tout cas à Razel, française bien sûr. Donc dans les dirigeants disent leur étonnement. Et là, le quotidien Le Messager parle de comment Paul Biya a lâché Ngongor sur la même situation. Oui, nous avons 2 titres. Info Matin parle d'un scandale au MINTP parce que le ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage de l'État, voudrait attribuer un marché de gré à gré à 45 milliards de francs CFA, alors qu'il y a des propositions pour 30 milliards de francs CFA pour une autre entreprise qui pourrait exécuter le marché de la pénétrante Est. Et nos confrères du Messager disent que le président de la République a finalement lâché Ngongor parce que c'est Ngongor qui aurait donné des instructions au ministre Ngandou-Djibessi afin d'exécuter rapidement le gré à gré qui concerne la réhabilitation de cette route. Donc si nos confrères du Messager pensent que Paul Biya a lâché Ngongor, c'est certainement parce que le marché a finalement été attribué à l'entreprise chinoise à 30 milliards de francs CFA, et ce qui conforte également le ministre des marchés publics, M. Abassadou, qui estimait qu'il fallait respecter les normes en procédant à un marché public régulier, c'est-à-dire avec une commission de passation des marchés publics, des sous-commissions, telles que le veut la loi sur les marchés publics. Mais M. Ngandou-Djibessi voulait opérer ce passage en force avec le soutien de M. Ngongor à 45 milliards de francs CFA. Ça allait coûter 13 milliards aux contribuables camerounais si finalement le président de la République a tranché en tant que véritable ministre des marchés publics, puisque le ministère des marchés publics est rattaché directement à la présidence. S'il a tranché, je crois que ça permettra d'économiser
non seulement les 13 milliards de francs CFA, mais seulement est-ce que c'est opportun de passer à la régularité des marchés publics alors que il pend sur la tête des Camerounais une épée de Damoclès sur l'organisation des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations. La procédure risque d'être très longue, même si on fera des économies substantielles. D'accord. Alors, la presse qui parle de Paul Biya, en tout cas qui lâche Ferdinand Gongo avec... mais seulement, on se pose des questions, 9 km de route pour 45 milliards de francs CFA. C'est pas exagéré aussi? Mais selon les normes, 1 kilomètre de route est évalué approximativement à 1 milliard de francs. Et je dis même que l'entreprise chinoise était disposée à réaliser 1 kilomètre de route à 600 millions de francs. Mais aujourd'hui, même les 30 milliards qu'on est en train d'offrir... Là, on parle de 9 km simplement. Oui, 9 km, les 30 milliards, même 30 milliards à 9 km, c'est toujours onéreux. C'est cher, c'est beaucoup plus cher que la normale. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous nous sommes retrouvés par la force des choses dans une situation d'urgence. Parce que même les 9 km à faire, ces 9 km auraient pris plus de 10 mois. Or, maintenant, tout simplement parce que les gens ont tout fait pour retarder les choses, pour pourrir les choses, pour que l'État se retrouve dans une situation d'urgence. Comme en 72. Non, 72, non. Le problème, c'est pas pareil. 72, c'était un problème de billets. Hein. Le problème de 1970. Il y avait également des chantiers qui n'étaient pas achevés. Oh, mais des petits chantiers. Le stade d'Amadou Ahidjo, par exemple, il n'était pas totalement achevé. Pas totalement achevé, mais il était achevé. Alors, c'est dans la précipitation que tout se déroule. Mais on voit dans la précipitation qu'il y a des situations qui arrivent. N'oubliez pas, Flavien Vallon-Ndongo, que jusqu'en 1971, il y avait encore la guerre civile dans ce pays. C'est après 1971, après l'exécution de Wandi Ernest, que la guerre civile s'est arrêtée. L'année d'après, Ahidjo a organisé une coupe. C'est-à-dire que les stades ont été construits à peu près en 1 an et demi. Il faut le dire aussi. Justement, dans la précipitation, on parle de la même chose. Oui, mais pour comprendre que nous sommes également dans une phase de précipitation où il faut sortir de l'argent. La compétition n'était pas programmée depuis 4 ans. Au Cameroun, nous, depuis 4 ans, on savait qu'il y avait ça. Bon, nous sommes arrivés à la fin. On a eu 4 ans pour faire. On a dormi pendant 2 ans pour plonger le pays dans une situation d'urgence et à sortir l'argent pour créer des marchés de gré à gré où effectivement les commissions faramineuses comme celle-là apparaissent aujourd'hui. Et voilà, donc on peut lire un peu dans le journal Info Matin et bien entendu le Messager qui sont revenus ce matin sur la même question, sur le même sujet, parlant de la pénétrante Est et cette route de 9 km qui va donc de Djimamba pour le stade de Japoma, pratiquement 45 milliards, et alors que l'entreprise chinoise propose 30 milliards, ça fait du bien. Merci à vous, chers messieurs. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose sur ces différents sujets. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci. Vous avez tué vendredi soir? Non, pas du tout. D'accord. Le vendredi soir est ressuscité depuis une semaine. Alors, d'accord. Allez, bon week-end à vous, chers téléspectateurs, et à lundi, après le journal de 9h. Equinox Télévision, au-delà de l'image.